Eh bien, merci Lionel. Merci Catherine également, Catherine Beauvais qui commodère cette session que vous connaissez certainement pour l'enseignement thérapeutique, le TP. Bon, donc moi je vais vous parler de ce projet. C'est un projet que je coordonne avec Laure Gossec. Je ne sais pas si elle est encore là, Laure. Laure, es-tu là? Laure vient juste de partir. Bon, donc voilà. Oh, bah oui. Elle m'avait prévenu qu'elle devait partir. Donc, je vais vous parler de peur et croyance, et franchement, je pense que le lien avec la session précédente est parfait. On a beaucoup parlé de peur, on a parlé des peurs des traitements. Si on commence à évoquer des traitements de plus en plus tôt, éventuellement même maintenant des essais avec des traitements dans des phases précliniques, c'est-à-dire qu'il y a d'énormes risques que la personne développe une polyarthrite, par exemple. Et on pense déjà aujourd'hui, plus que penser, il y a un essai aux États-Unis où on va administrer un médicament dans cette phase préclinique à des patients qui ne souffrent de rien. Donc vous voyez, on peut imaginer que toutes ces peurs qui vont pouvoir tourner, pas uniquement autour du traitement, mais autour de la maladie, va vraiment être un problème de plus en plus important. Alors, l'autre élément également, c'est la relation médecin-malade. Et là, c'est une session tout particulièrement construite là-dessus. Moi, je vais parler plutôt de la partie adulte. Et effectivement, c'est un gros problème. Alors, la relation médecin-malade, en gros, il y a deux modèles. Il y a le modèle d'antan, mais quand je dis le modèle d'antan, je dois dire quand même que je pense qu'un peu tous les médecins, globalement, a encore cette relation un peu paternaliste, qui est que le médecin, c'est lui qui a le savoir, et on est là pour vous. On garde l'intérêt du patient, on prendra les meilleures décisions pour vous, et on respectera le principe de bienfaisance, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour ne pas vous nuire, on va prévenir le mal, on va traiter la souffrance, on va faire le bien et promouvoir le bien. Ça, c'est le modèle d'une relation médecin-malade. Donc le patient, lui, il n'est pas vraiment perçu comme la personne qui a la raison, dans le sens personne raisonnable. Il n'est pas vraiment complètement capable de comprendre sa maladie. Il faut des études, beaucoup d'années d'études pour comprendre la maladie. Donc chacun son rôle, on va dire quelque part. En fait, on considère que le patient ne peut pas décider vraiment pour lui-même puisqu'il n'a pas tous les éléments en main. Bon, en fait, c'est le médecin qui a le savoir, c'est le médecin qui est l'expert, le patient, lui, il est dans l'ignorance, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et donc c'est le médecin qui va faire le bien. Et évidemment, le patient acquiesce au modèle thérapeutique que le médecin propose. S'il n'est pas d'accord, il a toute liberté de changer de médecin. Voilà, ça c'est la vision un peu paternaliste. Et puis il y a le modèle délibératif qui est un modèle que bien évidemment, sur le papier en tout cas, tout le monde dit que évidemment tous les médecins maintenant suivent ce modèle-là, qui est que l'objectif c'est d'instaurer le dialogue entre le patient et le médecin, et que le consentement du patient se définit comme l'acte autorisant le médecin à mettre en œuvre un traitement qu'il a au préalable explicité au patient. Vous voyez toutes les conséquences qu'il y a derrière ça. C'est un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle dit paternaliste. Alors, si le patient n'a pas la connaissance médicale, il est quand même capable d'évaluer les impacts. Après tout, c'est lui qui les vit. Donc, il connaît les impacts de la décision médicale sur son mode de vie, sur ses valeurs, sur son histoire personnelle, évidemment sur le sens de son existence. Le patient, il a la possibilité d'exercer son jugement. Ça, c'est dans le modèle délibératif. Et il évalue de lui-même, à partir des connaissances qu'il a acquises, si le traitement proposé est acceptable, compte tenu de lui-même, de sa spécificité individuelle. Mais pour ça, il faut bien évidemment qu'il ait accès à l'information médicale. Sinon, le dialogue n'est pas possible. Et avec cette information médicale, dans ces cas-là, le dialogue, il est plus que possible, il est nécessaire. Et donc, il y a une sorte de contrat qui s'établit entre la volonté du patient et ce que propose le médecin. Voilà. Donc ça, c'est un modèle dit délibératif. Donc, pour faire court, le médecin, il va donner des informations, le patient, il va exprimer
ses opinions, il va également exprimer ses peurs sur sa maladie, sur les traitements, et puis il va y avoir une décision dite partagée. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est très très beau, hein, on est d'accord, sauf que les peurs, les opinions, mais comment le médecin, lui, il va être capable d'entendre les non-dits du patient? Parce que ça reste quand même une relation avec parfois la blouse blanche ou parfois le costume cravate, avec en face le patient qui peut parfois se sentir un petit peu diminué, on va dire. Il ne va peut-être pas oser tout le temps exprimer ce qu'il ressent, pour autant, ou les peurs qu'il ressent, et pour autant, il faut quand même que le médecin, pour pouvoir répondre aux interrogations du patient, il les entende. Donc c'est là un petit peu toute la difficulté. Alors on s'était posé la question il y a quelques années, de savoir si déjà on ne peut pas s'appuyer sur la littérature. Est-ce que dans la littérature, eh bien, on est capable d'avoir des outils, des questionnaires, quelque chose qui permet d'évaluer chez un patient donné quelles sont les peurs, quelles peuvent être les croyances ou les opinions à propos de leur rhumatisme. Et on s'est particulièrement intéressé à la polyarthrite rhumatoïde et à la spondyloarthrite. Alors on a fait cette revue de la littérature sur toutes les études qui s'intéressaient aux impacts subjectifs, ce que ressentait le patient sur leur maladie, et ceci depuis 10 ans en Europe. Et là, on a été assez quand même stupéfait de s'apercevoir que, alors qu'on a identifié plus de 150 études s'intéressant à ces éléments subjectifs, il n'y en avait que 6 qui traitaient des craintes et des croyances des patients. Donc la majorité évalue la douleur, la fonction, éventuellement la qualité de vie, donc il y a des échelles, même des échelles de fatigue, etc. Mais sur les peurs, sur les croyances, pas de très très peu. Et vous voyez, en fin de compte, quand on collige un peu toute la littérature, très peu de patients, 463 patients au total, aucune étude dans la spondylarthrite sur ce sujet-là. Et ces très très rares études mettaient en évidence surtout l'incertitude des patients vis-à-vis du futur. Donc en fait, on a fait le constat qu'aujourd'hui, en 2016, cette partie-là, qui est en relation avec un élément important de ce que ressent un patient, eh bien, n'était pas évaluée. Alors à partir de là, on s'est dit, après tout, on va se lancer dans la création d'un questionnaire ou de quelque chose qui va nous permettre d'évaluer ça. Et vous allez voir que d'ailleurs, au fur et à mesure, les choses ont évolué. Alors, c'était les objectifs, ce sont toujours d'ailleurs les objectifs de l'étude, même si ça a énormément avancé, qui étaient donc d'explorer les croyances de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de spondyloarthrite, sur leur pathologie, les répercussions et leur traitement, et également les peurs, les craintes des patients par rapport à la maladie et au traitement. Alors on a commencé. Alors comment on fait pour ça? Puisqu'on n'a rien dans la littérature, on commence par en fait interroger les patients. On interroge des patients avec des entretiens qu'on dit semi-directifs, des entretiens individuels, et il y a des spécialistes, des sociologues, des spécialistes qui vont interroger, mais en sachant par avance qu'ils vont recueillir un certain nombre d'éléments qu'ils vont entendre, des verbatims, et à partir de là essayer de définir des grands groupes, des grands items qui semblent être intéressants, des grands domaines d'intérêt dans ces éléments-là. Donc vous voyez, on a interrogé 50 patients avec des entretiens qui sont quand même relativement longs, et à partir de là, eh bien, vous voyez, les patients, il y avait 25 polyarthrites, 25 spondyloarthrites, avec une population... Alors on ne voulait pas prendre des rhumatismes inflammatoires en poussée, parce que là, sinon, ça aurait un petit peu gêné pour savoir réellement les peurs, les croyances dans la phase chronique de la maladie. Donc ça explique pourquoi c'est des polyarthrites ou des spondylarthrites qui sont soit en rémission, soit dans des phases modérées. Alors on a recueilli comme ça un certain nombre d'éléments. Vous voyez ici simplement, c'est des exemples pour les causes de déclenchement de la maladie ou les causes de la maladie. Vous voyez que le facteur psychologique revient beaucoup pour le déclenchement de la maladie, l'activité professionnelle, l'hygiène de vie, on a parlé d'alimentation tout à l'heure, qui peut être considérée comme un élément déclenchant de la maladie. Dans les causes de la maladie, vous voyez que la génétique intervient beaucoup. D'ailleurs,
quelque part, on peut le comprendre, puisque pour la spondylarthrite, par exemple, on sait bien qu'il y a une partie génétique qui est tout à fait importante, mais l'hérédité, vous voyez, qui intervient beaucoup pour les causes de la maladie. Vous voyez un exemple. Voilà un verbatim qui revient de ce genre de choses. Une patiente qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde, la cause, en 1995, j'allais me marier, j'ai fait un voyage sur l'île de la Réunion, et c'était la grande vague de vaccination contre l'hépatite B. Je faisais énormément de sport et je me suis fait vacciner. Et j'ai perdu mon grand-père. Parce que j'ai réfléchi sur les causes de la maladie et je me suis dit, peut-être que c'est l'accumulation de choses. Je ne mangeais pas non plus trop, je ne mangeais pas assez. Quand même, je veux bien croire que ça n'a pas joué de rôle, je veux bien croire mon docteur, mais je me dis quand même que c'est peut-être le fait d'avoir perdu mon grand-père, de faire du sport, de faire la vaccination. Ça, plus ça, voilà, ça fait que mon système immunitaire s'est mis à mal fonctionner. Donc vous voyez, à partir de verbatim comme celui-ci, et c'est recueilli de façon bien standardisée, en écoutant ce qui est dit, on retrouve comme ça des grands groupes. Vous voyez que là, on va retrouver déclenchement de la maladie, on va retrouver alimentation, on va retrouver vaccination, on va retrouver un certain nombre d'éléments, et ainsi de suite. Et de cette façon-là, on arrive à reconstituer déjà un parcours, une sorte de cinétique dans l'évolution des croyances au cours de la maladie ou les craintes. Alors, vous voyez, ça c'est, je trouve, tout à fait intéressant concernant les croyances et les craintes relatives aux manifestations de la maladie. Et encore une fois, ça c'est à partir des verbatims. Il y a la crise inaugurale. La crise inaugurale, c'est terrible. Ça tombe dessus, et à partir de ce moment-là, on se dit, au moment du diagnostic, vous avez une polyarthrite, vous avez une spondylarthrite, je ne sais pas, je vais être paralysé. Et ça, vraiment, même si le patient ne le dit pas, ne le formalise pas, eh bien, le médecin l'entend entre les lignes. À ce moment-là, au moment de l'annonce, la paralysie, c'est quelque chose qui revient quasiment constamment. Et c'est vrai d'ailleurs pas uniquement pour les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et puis, il va y avoir l'évolution de la maladie, les traitements qui vont faire que ça va s'améliorer, et puis à force d'entendre que non, ça ne va pas être la paralysie, eh bien, il va y avoir un réajustement des croyances, mais là, en fait, eh bien, vont apparaître d'autres éléments. Et là, ces autres éléments par rapport aux craintes en particulier, c'est la réalité, c'est les douleurs, c'est la chronicité, c'est le fait de se dire qu'on est rentré dans une maladie chronique, c'est le fait de se dire qu'on est rentré dans peut-être un processus de douleur chronique, c'est le fait qu'il va y avoir du coup des contraintes, qu'il va y avoir des répercussions dans la vie quotidienne, et puis peut survenir à nouveau une poussée, et hop, là, il y a la réminiscence de la paralysie. Donc vous voyez, il y a une sorte de cercle comme ça qui peut se mettre en place, et qui peut avoir évidemment des conséquences tout à fait importantes dans sa vie quotidienne. En ce qui concerne les traitements, eh bien, il se passe la chose suivante, c'est qu'au moment du traitement initial, eh bien, on se dit, et parce que le traitement va être efficace, eh bien, ça y est, je vais être guéri. Et là, on retrouve toute la discussion qu'il y a eu avant sur la guérison, rémission, et le fait que, au début, oui, le médecin va amener à la rémission, et le patient, peut-être, va considérer qu'il est guéri, mais à force de lui dire, non, on ne va pas vous parler de guérison, on ne va pas vous parler de guérison, on va vous parler de rémission, et là on se dit, alors peut-être que c'est une atteinte qui est irréaliste, c'est une sorte de retour à la réalité, les attentes sont revues à la baisse, et puis peuvent arriver les effets indésirables des traitements également, et là arrive le problème du ressenti par rapport au traitement, c'est en fin de compte, non, c'est pas vrai que ça marchait si bien. En fin de compte, il n'est pas capable de me mettre en guérison, il est capable de me mettre que en rémission. En plus, le traitement a des effets indésirables, peut-être, il est nocif. Tout à l'heure a été évoqué l'histoire des cancers. Oui, ça y est, je vais avoir un cancer à cause des traitements. Voilà. Et puis, il peut arriver un nouveau traitement. Là, c'est un exemple avec un anti-TNF, ça peut être une autre biothérapie, ça peut être un autre traitement chimique, peu importe. Et là, c'est... là, de toute façon, si ça se trouve, c'est ma dernière chance. Je parle en particulier des spondylarthrites, où, en dehors des anti-TNF, en tout cas jusqu'à très récemment, eh bien, il y avait un petit peu ce sentiment, peut-être qu'on va changer de biothérapie, mais peut-être que là, on est arrivé au bout des cartouches qu'on a, que le médecin a, et là, voilà, que vais-je devenir? Donc, il y a tout ce processus qui se met en place, et qui va interférer également dans la relation médecin-malade. Alors, à partir de tout ça, on a d'abord
relevé les différents items. On a d'abord relevé 44 items, 19 qui étaient relatifs aux croyances, 25 qui étaient relatifs aux peurs. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on va y aller un petit peu plus après. Et on demandait aux patients, donc ça c'était issu des verbatims précédents, on a créé ces différentes catégories à partir de là, cause du déclenchement de la maladie, les poussées, les traitements, les craintes par rapport à l'évolution de la maladie ou aux conséquences. Et pour chacun des items que vous allez voir après, on demandait entre 0 et 10, êtes-vous d'accord avec cette affirmation ou êtes-vous en désaccord avec cette affirmation? Et à partir de là, eh bien, on est arrivé, parce que 44 c'était beaucoup trop, certaines se recoupaient, donc on pouvait les réunir, on est tombé sur 29, on a descendu à 29 items dans un premier temps, groupés dans 8 dimensions, des craintes par rapport à l'évolution et les conséquences de la maladie, des craintes par rapport au traitement, et puis des opinions. Vous voyez, on a changé crainte en... pas crainte, on a changé croyance en opinion. Parce que c'est un petit peu, c'est pas si facile que ça. Une croyance en 2016, si ça se trouve, dans 3 ans, ça sera peut-être vrai. C'était peut-être une croyance, parce qu'on n'avait pas la connaissance scientifique, mais peut-être que quelques années après, cette croyance, c'était une opinion à ce moment-là, et puis c'était peut-être pas faux. Donc il faut faire attention, d'où le fait que le mot opinion peut-être colle mieux que le mot croyance, mais ça on pourra également en discuter. Donc en fait, c'est comme ça qu'a été construite l'étude EPOC, étude patient, opinion et crainte, dont l'objectif principal était, à partir de ce questionnaire-là, de 29 items, de pouvoir décrire les opinions et les craintes des patients qui souffrent d'un rhumatisme inflammatoire chronique dans un échantillon représentatif de patients en France. Et pour cela, donc c'est une étude qui a été organisée par la Fondation Arthritis avec le soutien du CB, une étude transversale, nationale, pour des malades ayant une polyarthrite ou une spondylarthrite. Et en fait, c'était un recrutement sur la base du volontariat, avec un maximum de 20 patients par médecin, tout à fait bénévoles. Les patients, les médecins, ils ont vraiment joué le jeu à fond. Et à partir de là, eh bien, c'est une étude qui a été achevée récemment, il y a 1 an, et 800 patients ont été inclus dans cette enquête, auprès de 100 rhumatologues. Donc vous voyez, c'est quand même une très large étude. Sur ces 800 patients, on n'en a retenu que 672 parce que pour certains, il manquait le cahier d'observation, pour d'autres c'était l'auto-questionnaire, parce qu'en fait ce qui se passait, c'est qu'il y avait un questionnaire qui était donné aux médecins et en parallèle, il y avait un questionnaire qui était donné aux patients. Parce qu'évidemment, l'intérêt, c'était de recouper ce que pouvaient, les données médicales avec ce que ressentait le patient à partir du questionnaire. Donc il fallait avoir les deux obligatoirement pour que ça puisse être intéressant. Donc on a pu faire cette analyse sur 672 patients. Alors voilà les résultats. Voilà, ça c'était la population, 432 polyarthrites rhumatoïdes et 240 spondylarthrites, avec des populations qui sont classiques par rapport à ce qu'on voit en médecine de ville. Vous voyez des activités de polyarthrite. Un DAS 28 à 2,6 veut dire que le patient est soit en rémission, soit en activité très modérée. Vous voyez, c'est juste à la frontière. Un BASDAI, cette fois-ci, c'est un score pour l'activité de la spondylarthrite. Et on est dans des scores qui sont considérés comme faibles. Inférieur à 4, ça veut dire que c'est faible. Donc, vous voyez, c'est des polyarthrites qui correspondent à ceux qui avaient été intégrés dans les premières discussions avec les verbatims. Et on a pu créer comme ça d'une part une échelle pour la répartition des peurs, et puis d'autre part un questionnaire. Parce que, en fait, quantifier les peurs, on peut le faire. Quantifier des croyances, c'est plus difficile. Ce qui fait que, au début, on avait un petit peu mélangé les deux, et au fur et à mesure, à force d'entendre les patients, on s'est dit, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, et la meilleure façon de faire, c'est peut-être plutôt de quantifier un niveau de peur, mais vraiment spécifique par rapport au rhumatisme, et pour ce qui est des croyances ou des opinions, plutôt avoir un outil qui aide à la discussion, à la relation patient-médecin. Alors, peur également peut servir à la relation patient-médecin, mais ça peut être en plus un outil presque d'efficacité de telle ou telle attitude thérapeutique ou façon de faire. Je ne sais pas, moi, il peut y avoir une prise en charge par éducation thérapeutique avant-après, on voit si on a permis de faire baisser un niveau de peur
un niveau de peur spécifique au rhumatisme inflammatoire, vous voyez. Donc ça peut donner presque un chiffre, si vous voulez. Alors que pour les croyances ou les opinions, on ne peut pas mettre un chiffre vraiment à côté. Donc c'est plutôt se dire, ah bah oui, ce patient, il a plutôt c'est plutôt dans ces domaines-là où il faut peut-être qu'on discute. Donc plutôt un outil qui peut servir la relation patient-médecin. Alors vous voyez, c'est juste des exemples, je vous en donnerai d'autres après. Hein. Mais vous voyez par exemple, j'ai peur de ne pas être aidé en cas de perte d'autonomie. Ou alors, j'ai peur que les traitements perdent leur efficacité. Vous voyez, il y avait 7 items sur les peurs liées aux progressions, conséquences de la maladie, 3 sur les peurs liées au traitement. Je vous montrerai après ce qui est arrivé en tête. Vous voyez, pour les croyances, hein, je vous laisse lire parce qu'on n'a pas le temps de tout développer, mais c'est pour vous donner quelques exemples sur ce que ça veut dire. Alors, vous voyez, après avoir éliminer les items qui nous semblaient redondants ou des éléments qui nous semblaient un peu incohérents, on a retenu pour l'échelle des peurs qu'on a appelée l'échelle FAIR 10 items. Et les voici, donc qu'on pourra être amené dans le futur à administrer aux patients, éventuellement même dans des essais de prise en charge thérapeutique, pas nécessairement médicamenteux d'ailleurs, hein, dans des prises en charge thérapeutiques quelles qu'elles soient. Les craintes par rapport à l'évolution et les conséquences de la maladie, c'est j'ai peur de souffrir comme cela m'est déjà arrivé, j'ai peur que ma maladie évolue rapidement, j'ai peur que ma colonne vertébrale ou certains de mes os se soudent, j'ai peur de ne pas être aidé en cas de perte d'autonomie, j'ai peur de ne plus pouvoir faire face à mes tâches quotidiennes, j'ai peur qu'on me considère comme une handicapée ou un handicapé, j'ai peur qu'à un moment donné on ne trouve plus de traitement efficace de ma maladie, et puis il y a des craintes par rapport au traitement proprement dit, qui est j'ai peur des effets secondaires des traitements de ma maladie, j'ai peur que les traitements de ma maladie favorisent le cancer, j'ai peur que les traitements de ma maladie perdent leur efficacité, et vous voyez, chaque item est coté de 0 à 10, avec un score global sur 100. Voilà comment ça se présente, hein, avec une question, et puis ensuite on entoure, voilà. Alors, les peurs les plus fréquentes. Voilà les résultats de l'enquête EPOC. Ben, vous voyez que ce qui arrive en tête, c'est « j'ai peur de souffrir comme cela m'est déjà arrivé ». Et j'ai peur de ne plus pouvoir faire face à mes tâches quotidiennes. Vous voyez, ça arrive vraiment en tête. J'ai peur qu'à un moment donné, on ne trouve plus de traitement efficace de ma maladie. Et j'ai peur que ma maladie évolue rapidement. Et après, il y a 2 items également par rapport au traitement. Alors, ça, c'est le pourcentage des patients qui ont noté au moins 7 sur l'échelle de 0 à 10. Vous voyez, c'est d'accord à tout à fait d'accord, quoi, si vous voulez. Donc, ce qu'on s'aperçoit d'abord, c'est que les peurs sont très fréquentes, parce qu'on arrive à des pourcentages qui sont quand même très élevés. Hein. C'était systématiquement plus important chez les patients ayant une spondylarthrite que chez les patients ayant une polyarthrite. Après, à essayer de comprendre pourquoi, c'est autre chose. Hein. Mais c'est tout à fait intéressant. Hein. Il y avait des peurs qui étaient communes pour la polyarthrite et pour la spondylarthrite, hein, comme vous le voyez, par rapport aux tâches quotidiennes, par rapport aux traitements médicamenteux, aux effets secondaires des traitements, et puis le fait qu'il y a une peur que les traitements perdent leur efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également des peurs fréquentes, y compris quand le patient est dit en rémission ou en maladie inactive. Ça recoupe la discussion qu'on a eue juste avant, hein. Que ce n'est pas parce qu'on est en rémission qu'un patient est en rémission ou en maladie inactive que pour autant il ne reste pas beaucoup de choses encore à porter. Alors pour le questionnaire croyance, eh bien, il y a un certain nombre de facteurs, des facteurs psychologiques. Vous voyez, là, c'est plutôt « je pense que », sauf ici, j'ai peur de transmettre la maladie à mes enfants parce qu'on a regroupé ça avec « je pense que ma maladie est liée à une cause génétique ». Des éléments liés à l'activité physique et puis des éléments liés à l'alimentation. Alors par exemple, je pense que ma maladie a été déclenchée par un choc émotionnel. Est-ce une croyance ou est-ce une opinion ? Il y a des études qui vont dans le sens qu'un stress psychologique pourrait être à l'origine de déclenchement d'anomalies dans le système immunitaire, etc. Après tout, aujourd'hui, on a plutôt tendance à répondre que on ne peut vraiment pas affirmer qu'il y a eu un choc émotionnel qui a déclenché la maladie. Bon, on ne sait pas dans quelques années ce qu'on dira, nous, médecins. Hein, donc c'est pour ça qu'on appelait ça le questionnaire croyance, qui pourrait être un questionnaire opinion, hein, quelque part. Hein.
Donc il y a également des questions sur le mode de vie, hein, comme la fatigue, le tabac, etc. Et puis divers autres qui sont listés ici, comme par exemple, je pense que ma maladie a été déclenchée par une vaccination, hein, quelque chose que l'on entend beaucoup pour toutes les maladies chroniques aujourd'hui. Hein. Alors, les croyances les plus fréquentes, ou les opinions. J'ai peur de transmettre la maladie à mes enfants. Hein, on a parlé du côté qu'on l'avait mis dans le côté opinion. Je pense que mes poussées sont déclenchées par la fatigue. Ça, c'est intéressant, très intéressant. Parce que du côté médical, avoir cette information-là, si vous voulez, c'est quand même important. Parce qu'on a plutôt tendance à se dire, si je ne mets pas mon patient en rémission, eh bien, il va être fatigué. Mais le fait de se dire que je pense que mes poussées sont déclenchées par la fatigue, ça c'est un domaine qui est tout à fait intéressant. Le changement de temps, hein, évidemment. Alors nous, les médecins, en général, on dit oui, ok, on va nous parler là demain il va y avoir de l'orage, donc je vais avoir mal, et puis on va prendre ça un petit peu à la rigolade. Bon, on parle des douleurs dites météosensibles. Il y a des études scientifiques qui essayent de comprendre ce phénomène-là, parce que beaucoup de patients nous le disent, donc il faut qu'on essaye de comprendre. Par rapport à l'activité physique, c'est tout à fait intéressant, parce que là, ce n'est pas si clair. Les patients répondent des choses qui sont tout à fait opposées parfois. Je pense que faire du sport, une activité physique, réduit mes poussées, mais je pense que les poussées de ma maladie sont déclenchées par un effort physique. Vous voyez? Alors je ne dis pas que c'est les mêmes patients. Hein, ce n'est pas les mêmes patients nécessairement. Hein. Mais il y a les... Comment? Pas encore, pas encore. Très bonne question, à savoir si ça a été vérifié, si c'était les mêmes patients ou non. Donc, vous voyez, le régime... Alors, il y a également des... Nous, on a eu quand même certaines surprises. Bon, par rapport à l'activité physique, c'en est une. Mais une autre surprise, c'est par exemple tout ce qui concerne l'alimentation. Moi, je m'attendais à des pourcentages de 40-50% par rapport à l'alimentation. En fin de compte, ce n'était pas tant que ça. Je pense que manger certains aliments réduit mes poussées, 10%. Je pense que manger certains aliments déclenche mes poussées, 10%. Et c'est vrai que je suis assez surpris parce que dans de nombreuses réunions que l'on peut être amené à faire dans ces dialogues patient-médecin, l'alimentation, d'ailleurs on l'a vu hein, juste avant, l'alimentation revient souvent. Pour autant, si on prend quand même globalement, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui ressort aussi fort que ce qu'on pouvait imaginer. Vous voyez, ces éléments-là, c'est quand même assez intéressant quand même. Hein. Fumer aussi, vous voyez, je pense que fumer ou être exposé au tabagisme passif a déclenché les maladies. Nous, rhumatologues, on n'arrête pas de parler du tabac comme déclencheur des rhumatismes inflammatoires chroniques, en particulier de la polyarthrite rhumatoïde, comme facteur aggravant, etc. Mais visiblement, il y a de l'information à faire, puisque ce n'est pas considéré comme un élément si important que ça. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fumeurs dans ceux qui ont été interrogés. Hein. Ça, c'est encore à voir. Hein. On vient d'avoir les résultats. Hein. Donc, les trois croyances... Je vais bientôt finir. Hein. Je crois que je n'ai pas dépassé mon temps encore. Ça va. Mais j'ai bientôt terminé. Donc il y a trois croyances hein, parmi ce top 5 qui étaient communes aux patients péréaxial et spondylarthrite. C'est « je pense que mes poussées sont déclenchées par la fatigue »,« je pense que mes poussées sont déclenchées par un changement de temps » et « j'ai peur de transmettre la maladie à mes enfants ». Vous voyez, ça c'était commun aux deux, la polyarthrite et la spondylarthrite. Concernant l'effort physique, vous avez vu que c'était quand même très partagé et on a parlé du tabac et des aliments avec des pourcentages qui nous ont surpris, mais je pense que vous, patients ou vous, en tant qu'association de patients, ben, ça ne vous étonne pas, mais vous voyez, c'est là où intervient l'intérêt de ces outils, on va dire, de communication entre nous. Pour les peurs les plus fréquentes, c'est les manifestations cliniques de la maladie, c'est le vivre avec, c'est le peur de souffrir à nouveau, et les conséquences de la maladie, c'est l'évolution incertaine, la nécessité de s'adapter, la peur de ne pas pouvoir mener à bien certains projets, ou d'être obligé de les annuler, et ceci même chez les patients ayant une maladie inactive. Ça, c'est vraiment un élément très très intéressant, parce que là aussi, du côté médical, eh bien, on pourrait se dire, ça y est, j'ai fait mon job, j'ai mis le patient en rémission, le patient maintenant, il a une maladie inactive, c'est bon, j'ai fait mon job, c'est terminé. Mais pour le patient, visiblement, ce n'est pas terminé du tout.
les peurs sur les traitements, c'est fréquent, mais ce n'est pas blanc ou noir. Et en ce qui concerne les croyances, eh bien, c'est essentiellement concernant la survenue de poussée, vous avez vu, un peu plus qu'à l'origine de la maladie. Et les plus fréquentes, c'est l'impact de la fatigue et de la météo. L'ambivalence également, concernant l'effort physique par rapport à ça. Et la discordance qu'il y a entre les erreurs, entre guillemets, sur le mode de vie, le tabac par exemple, et la perception des patients qui n'est pas pareil que nous dans notre discours médical. Voilà. Alors, avant d'arriver à cette phrase que j'adore, j'aimerais d'abord remercier évidemment tous ceux qui ont participé, en particulier tous les patients qui ont participé depuis le début à cette aventure, parce que c'était quand même une aventure, au début on est quand même parti de rien. Remercier beaucoup les associations de patients qui ont soutenu ce projet et continuent de soutenir ce projet. Remercier les médecins également qui ont très gracieusement accepté de participer également à cette étude. Remercier tout le comité scientifique qui comprend aussi bien des rhumatologues que des chercheurs, que des sociologues comme Pierre Chauvin, Maud Poussière et Florence Matoret-Philibert, qui également ont apporté leur propre expertise dans des domaines qui ne sont pas les nôtres spécialistes rhumatologues. Et remercier beaucoup Laure Gossec qui est vraiment copilote dans cette aventure. Et je termine avec cette phrase que j'aime beaucoup, c'est, attention, même à cette heure-là, il est impossible d'annuler dans l'objectivité du savoir médical la subjectivité de l'expérience vécue du malade. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Voilà, je vous remercie de votre attention.